Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de Taïwan, ou plutôt d'une éventuelle invasion militaire de Taïwan par la Chine. On va analyser les forces en présence et la crédibilité des scénarios d'invasion à différentes échéances, en prenant en compte la montée de la puissance de la marine chinoise ou de son aviation stratégique, les capacités de défense de Taïwan qui produit ses propres chasseurs, les munitions rôdeuses ou des drones, le tout en considérant le jeu d'alliance des alliés de Taïwan dans la région. Avant de commencer, un petit mot de notre sponsor qui nous accompagne pour la deuxième fois dans cette vidéo, c'est le service de généalogie MyHeritage. Il y a quelques mois, j'avais réussi à remonter à la fin du XVIIe siècle, et bien désormais j'ai trouvé mes ancêtres directs à 11 générations, toujours en Belgique, toujours dans la région de Bruges, des gens qui sont nés dans les années 1500. MyHeritage fait des recherches et nous propose des correspondances. Par exemple ici, il me propose Elisabeth Verdout, qui est mon ascendante sur 8 générations, et il y a aussi des informations sur ses parents, ce qui permet de remonter encore dans le temps. On a donc notre arbre généalogique qui permet de bien visualiser les informations et on peut zoomer sur certaines personnes. Par exemple, je peux regarder Isabelle Rochstart, j'ai des infos sur sa vie, son mariage, ses enfants et parfois des détails sur leur travail, comme ici Basilus de Vrode qui était agriculteur à la fin du XVIIe siècle ou Adrien Devreux qui était ouvrier. MyHeritage propose régulièrement de nouvelles informations qu'ils ont pu trouver puisque leur base de données, qui comptait 16 milliards de documents il y a quelques mois, en compte désormais 19 milliards et ça continue donc à s'étoffer chaque jour, ce qui permet d'enrichir son arbre généalogique. Le service c'est vraiment génial, on remonte le temps avec des photos, par exemple ici mes arrière-grands-parents paternels en Pologne, d'autant que MyHeritage a une technologie avec de l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité des images et les coloriser. On trouve aussi des infos étonnantes, par exemple des documents du passage de mes arrière-grands-parents maternels à l'immigration américaine de Chicago. On retrouve beaucoup de cousins, c'est vraiment un beau cadeau que vous pouvez vous faire, à vous ou pour un proche. Donc vous aussi, suivez le lien qui est en description de cette vidéo pour profiter d'un tarif spécial et vous pourrez également remonter le temps à la recherche de votre famille. On revient donc à Taïwan avec cette question. Combien de militaires chinois doivent être débarqués sur l'île de Taïwan pour réussir une invasion? Et pour cela, il faut que la force qui attaque soit supérieure à la force de défense. Donc on va commencer par mesurer l'armée de terre de Taïwan qui se compose de plus de 200 chars M1 Abrams, qui sont donc d'origine américaine, ainsi que 600 chars Patton modernisés, en particulier leur conduite de tir qui est identique à celle des Abrams. En complément, il y a de nombreux véhicules de combat d'infanterie qui sont progressivement remplacés par le CM-32, très moderne, qui est produit localement, et qui peut être équipé d'un canon de 105 mm. Et aujourd'hui, ils en ont déjà 400, mais à terme, ils en auront 1400 exemplaires, donc on parle vraiment d'équipements modernes et en grand nombre. Côté artillerie, il y a 260 pièces d'artillerie M109, dont on a vu l'efficacité en Ukraine, et surtout plusieurs dizaines d'HIMARS qui sont équipés des fameux missiles ATACMS de 300 km de portée qui sont capables de toucher, y compris les ports chinois. Niveau humain, l'armée de terre de Taïwan compte plus de 100 000 hommes bien entraînés, auxquels on peut ajouter 1,5 million de réservistes, et accessoirement, là aussi, la chaîne d'approvisionnement est 100% locale pour la production de fusils d'assaut et de munitions. Ensuite, il faut comprendre que la géographie de Taïwan est très favorable aux défenseurs puisqu'il y a des zones urbaines très denses, avec en plus une large partie des côtes ouest qui sont constituées de rizières, ce qui empêche tout mouvement de véhicules, mais en plus il y a de nombreuses montagnes puisqu'on a 62 sommets qui culminent à plus de 3000 mètres. Donc au vu de tous ces éléments, les analystes estiment que la Chine doit réussir à débarquer au moins 300 000 hommes dans une première vague, puis ensuite assurer leur soutien et les renforts matériels afin de gagner les combats qui seront derrière au sol, pour réussir réellement à envahir l'île. Donc toute l'analyse va être calibrée en fonction de ces 300 000 hommes, ce qui veut dire que la Chine doit disposer de la domination maritime et aérienne totale, puis faire passer toute son armée sans pouvoir bénéficier de la surprise, puisque le détroit il fait 150 km de large, ce qui laisse plus de 6 heures de préavis, c'est pas comme le débarquement de Normandie, parce qu'il y a des radars du côté taïwanais évidemment, et donc on va analyser le potentiel militaire chinois, sachant qu'il n'y a en réalité que 3 zones de débarquement possibles sur Taïwan, sur toute cette île, et ce sont des zones évidemment qui sont ultra défendues depuis des décennies. Donc côté chiffres, si on compare l'armée de terre chinoise, évidemment les chiffres sont absolument colossaux, puisque l'armée de terre dispose de plus de 2 millions d'hommes, avec plus de 5000 chars, comme par exemple le type 99, qui est dérivé du T-72, ainsi que plus de 20 000 autres blindés, comme les véhicules d'assaut type 08, ou le véhicule de combat d'infanterie type 04. On dénombre également quelques centaines d'hélicoptères de combat, comme le WZ-19 dérivé du Dauphin d'Airbus Hélicoptère, ou le WZ-10 qui ont impliqué Augusta Westland et Eurocopter,
et il y avait un projet d'achat de Kamov 52 à la Russie, mais les mauvais résultats du Kamov 52 ont fait qu'ils ont remis en cause cette volonté. En complément, on a plus de 4000 pièces d'artillerie, comme le PCL-161, ainsi que plus de 1600 systèmes de lance-roquettes multiples, comme le PHL-03. Donc, même si la valeur individuelle de ces équipements pouvait être égale ou supérieure à ce dont dispose Taïwan, ce qui a priori n'est pas le cas, eh bien cette masse gigantesque, elle a finalement pas d'intérêt, puisque seule une toute petite partie de cette armée pourrait être engagée dans le cadre d'un débarquement, et donc l'élément dimensionnant, c'est plutôt la marine et les moyens de projection. Donc on va commencer par les moyens de défense dont dispose Taïwan dans le domaine naval. D'abord, elle possède 6 frégates lance-missiles, ainsi que 21 destroyers et plusieurs dizaines de bateaux d'attaque rapide côtiers de la classe Kwanghwa 6, disposant chacun de 4 missiles anti-navires, mais aussi 2 sous-marins modernes de la classe Indigenius. Ils en ont 4 aujourd'hui et la flotte devrait monter à 15 dans les prochaines années. Ils pourront aussi compter sur de nombreuses batteries côtières, avec une centaine de batteries Harpoon de 125 km de portée, mais aussi les missiles Xiongfeng 2 et 3, dont la portée respective est de 250 et 400 km. L'aviation de Taïwan, de son côté, elle dispose de 140 chasseurs multirôles F-16, de 52 Mirage 2005 capables de réaliser des interceptions à haute altitude jusqu'à Mach 2,2, également 130 chasseurs FCK-1, qui est un dérivé local du F-16, et une centaine d'avions d'entraînement ou d'attaque au sol léger comme les AT-3 ou les F-5 Freedom. Il dispose aussi de 6 Hawkeye, 2 guet aériens, et de 12 avions de patrouille maritime, le P-3 Orion. En plus, ils ont lancé la production massive du drone Tenyun 2, qu'on peut comparer un petit peu au Bayraktar TB2, dont on a vu l'efficacité dans le domaine naval contre la Russie, puisque quand on est au-dessus de l'eau, les radars de défense aérienne sont très peu denses, et donc ils n'arrivent pas à détecter ce type de petit équipement, et donc il y a eu beaucoup de destruction de par ces drones. En termes de défense aérienne, là aussi, il y a une grande densité de systèmes avec les Patriots, également les batteries de missiles Hawk, et le pays produit également le missile Skybow, dont les versions peuvent porter jusqu'à 200 km. Il y a aussi des milliers et des milliers de missiles, des Manpads tirés depuis les Ball, les Stinger qui pourraient toucher les hélicoptères chinois. Et donc avec cette capacité de défense multicouche, l'île dispose d'une réelle bulle de protection. Et la domination aérienne et maritime chinoise doit être très très franche pour passer, d'autant que Taïwan a déjà commencé la production massive de munitions rôdeuses, comme les Xiangxiong, et on a vu par exemple l'effet des lancettes russes contre les navires ukrainiens. Donc face à tout cela, la Chine dispose actuellement de 3 porte-avions avec un 4e qui est annoncé d'ici 2025. Il y a également 3 porte-hélicoptères amphibies et le chiffre doit monter à 8 dans les prochaines années, ainsi que plus de 50 destroyers, dont le type 055, 43 frégates et frégates anti-sous-marines type 054A, 72 corvettes de type 056A, 150 patrouilleurs, 36 lanceurs de mines, et enfin 72 sous-marins conventionnels de type Kilo soviétique ou de la classe Yuan, donc un petit peu plus moderne. Donc au total, ça fait plus de 350 navires de guerre, c'est encore plus que ce dont disposait l'US Navy. L'objectif des Chinois, évidemment, c'est de dominer très largement Taïwan, puis ensuite de pouvoir organiser un débarquement. Or, la capacité de débarquement du pays, aujourd'hui, elles sont considérées comme étant de seulement 40 000 hommes. En cumulant les porte-hélicoptères qui ont été évoqués et qui disposent d'un radier inondable contenant 3 aéroglisseurs type 726, et les 8 navires amphibies LPD type 071 qui peuvent chacun déployer 600 à 800 soldats dans 4 aéroglisseurs. Et tout cela, ça ne permet idéalement de débarquer que de faire 2 allers-retours par jour, soit au mieux 80 000 hommes chaque jour. Et là, on parle des hommes, pas forcément d'avoir des équipements lourds, des chars et des blindés avec eux. Donc c'est une force qui est très très inférieure aux besoins. En complément, il pourrait compter sur des forces aéroportées qui disposent d'au moins une centaine d'hélicoptères de transport, dont une petite cinquantaine de Super Frelons et de ses dérivés locaux comme le Z-8 et le Z-18, mais aussi des hélicoptères Mi-8 d'origine soviétique. Il y a aussi environ 400 avions de transport, dont seule une partie est apte au parachutage, comme le Y-8 qui est dérivé de l'Antonov 18, mais au final ça ne représente pas plus de 10 000 hommes supplémentaires par 24 heures. Donc, l'aviation de combat chinoise, elle est pléthorique, mais la qualité est inférieure à ce dont peut disposer Taïwan, même s'il commence à dépasser l'aviation russe en qualité, mais sans avions réellement furtifs capables de pénétrer la défense aérienne taïwanaise pour bombarder, à l'image du J-20 chinois qui officiellement est furtif, alors que dans les études qui ont été réalisées, il ne l'est pas de par ses formes et de par son industrialisation. Mais face à la défense aérienne et à l'aviation de Taïwan, avec des renforts éventuels de F-35, de F-22, a priori, l'aviation chinoise n'a absolument aucune chance.
Donc, dans une configuration idéale, avec juste 100 000 soldats par jour, il faut 3 jours à la Chine pour débarquer les forces initiales en espérant qu'il n'y ait aucune perte sur ces navires. Et pour éviter ces pertes, évidemment, la Chine doit réussir à détruire toute la défense aérienne et antinavire de Taïwan, obtenir la domination maritime et aérienne totale, puis maintenir son soutien pendant plusieurs semaines pour une victoire au sol. Donc, autrement dit, c'est très improbable, d'autant que Taïwan n'est pas seule et qu'elle pourrait compter sur au moins 4 pays en soutien. D'abord, l'US Navy, dont la seule 7e flotte compte 80 navires et sous-marins, dont 2 porte-avions, l'USS Theodore Roosevelt et l'USS Nimitz, avec 140 avions et plus de 40 000 marins au total, auxquels il faut ajouter les renforts locaux, comme par exemple ceux qui peuvent être hébergés sur l'île de Diego Garcia. Ensuite, on a le Japon, qui dispose de 104 bâtiments de guerre, dont 2 destroyers porte-hélicoptères, avec une capacité d'enfort des F-35. On parle quand même de la 4e marine mondiale. On peut également considérer le soutien de la Corée du Sud, avec 120 bâtiments de guerre et un porte-avions en cours de développement. Là, c'est la 8e marine mondiale. Et enfin, l'Australie, avec 43 bâtiments de combat au total, dont 2 porte-hélicoptères, qui sont évidemment les navires amiraux, le HMAS Canberra et le HMAS Adélaïde. Et a priori, il y aura quand même un gap sur les sous-marins, puisque vous savez qu'ils ont annulé le contrat avec la France, qui font que pendant plusieurs années, peut-être même plus d'une décennie, ils n'auront pas de sous-marins dans la zone. Donc, au final, la flotte coalisée compte 4 voire 5 porte-avions disponibles immédiatement, ainsi qu'environ 300 bâtiments de combat qui sont mobilisables avec plusieurs centaines d'aéronefs, majoritairement des F-35 et des FA-18 Super Hornet, et on ne parle que de la disponibilité immédiate dans le Pacifique, sans compter les éventuels renforts, notamment les autres flottes de l'US Navy, et possiblement d'autres pays, comme l'Inde, qui ne veulent pas une expansion chinoise, la Grande-Bretagne ou la France, qui ont également des alliances dans la zone, et vous avez vu par exemple avec la France les exercices de mobilisation de plusieurs dizaines de rafales qui pourraient arriver très rapidement sur Tahiti. Je vous renvoie vers une revue de presse Aerocosmos dans laquelle j'avais évoqué ce sujet, vous verrez ça en commentaire de la vidéo. Donc, à l'heure actuelle, et même sans parler de débarquement, la Chine n'a pas la marine et n'a pas l'aviation nécessaire pour remporter la domination sur le détroit. Donc on va regarder un petit peu plus tard, dans 3 ou 4 ans, puisque les USA disent que la guerre est envisageable à cette échéance, et on va faire des calculs en partant du principe que la montée en puissance chinoise d'une part et la montée en puissance de Taïwan et de ses alliés d'autre part va se poursuivre au même rythme que ce qu'on a pu observer dans les dernières années. Donc il y a plusieurs wargames qui ont été réalisés pour prédire ces scénarios aux alentours de 2026, et à chaque fois, les analyses montrent un échec systématique des tentatives d'assaut amphibie chinois, même si les défenseurs de Taïwan perdent évidemment plusieurs dizaines de milliers d'hommes, des dizaines de navires et des centaines de chasseurs. Alors, un petit peu plus tard, en 2030, là, les forces chinoises se seraient considérablement renforcées. Elles aligneraient 20 à 25 croiseurs, 60 à 65 destroyers, plus de 50 frégates, soit sensiblement le même format que celui visé par l'US Navy à cette période, et les capacités amphibies auront aussi été largement renforcées, notamment avec 13 porte-hélicoptères prévus à cette échéance, et sur le plan aérien par contre, la Chine ne devrait pas être en mesure d'obtenir une supériorité totale face aux coalisés, même si elle disposerait d'une armée de l'air qui serait bien plus puissante et aura modernisé ses chasseurs de dernière génération, mais sans atteindre la masse qu'il y aurait du côté taïwanais. D'autant plus qu'en face, il faut aussi attendre un renfort des capacités militaires et surtout défensives de Taïwan. Déjà, il y a une défense aérienne qui va continuer à se renforcer, les drones et les munitions rôdeuses par milliers et par milliers qui seraient utilisés contre les navires, des missiles hypersoniques qui seraient opérationnels, et les alliés auraient également accru le tonnage sur la zone, et ça a déjà été acté par l'accroissement des budgets, par exemple dans l'US Navy, la Corée aura son porte-avions, donc on est vraiment plus du tout dans la même configuration qu'aujourd'hui, même si, d'après les projections, la Chine serait peut-être en mesure de réussir à gagner la bataille initiale, mais par contre elle ne pourrait pas maintenir et obtenir une domination qui lui permet de sécuriser le détroit sur une période qui sera assez longue pour que ses forces gagnent une bataille au sol sur Taïwan. Je vous rappelle juste un élément, quand la Russie a simplement voulu maintenir Kherson, eh bien le Dniepr, qui était une rivière qui fait à peine 1 kilomètre de large, n'était une barrière qui a empêché un ravitaillement suffisant pour les forces russes qui ont finalement dû abandonner la zone de Kherson. Donc les Chinois, pour alimenter pendant des semaines, pendant des mois, 150 km de large, eh bien ce serait ça la faiblesse dans un cadre autour de 2030. Donc maintenant, on va analyser la situation en 2040, ce qui est un petit peu plus hypothétique, mais on a quand même une chance avec les armées, c'est la prévisibilité des équipements lourds, les porte-avions, les sous-marins, les bateaux de débarquement, ça, il y a une grande prévisibilité. Donc,
Du côté de l'aviation, on peut cette fois penser que la Chine aura suffisamment investi pour pallier dans ses lacunes technologiques et rattraper son retard dans la production aérienne, mais le retard quantitatif sera quand même difficile à rattraper, puisqu'aujourd'hui, avec les centaines de chasseurs F-35 par exemple, et surtout qu'à cette échéance, les États-Unis disposeront aussi de leurs chasseurs de 6e génération, le NGAD, et qu'ils auront eux aussi des armes hypersoniques, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc la Chine possédera certainement les moyens de s'imposer, ce qui permettrait par exemple aux moyens amphibies de débarquer peut-être les 300 000 hommes en seulement 24 heures, mais il resterait sous le feu des moyens asymétriques et des missiles alliés, rendant difficiles les opérations logistiques nécessaires au soutien de long terme et intense qui va être réalisé par la Chine sur l'île de Taïwan. Donc la tâche sera d'autant plus complexe que les États-Unis disposeront des bombardiers stratégiques a priori sans équivalent côté chinois, comme le B-21 Raider qui a été présenté récemment, et dans ce cas, au prix de pertes énormes, la Chine pourrait donc engager réellement ses forces terrestres nécessaires pour un combat, mais cela ne suffit toujours pas à reprendre l'île, notamment les villes. Et donc on peut faire le parallèle avec tout ce qui s'est passé en Russie, qui a dû raser la totalité des villes pour réussir à les prendre. On pense par exemple à Mariupol, et finalement la Chine serait plus ou moins obligée de faire la même chose, puisque les zones urbaines ne tomberont pas sans avoir une défense absolument énorme, et pour raser des villes avec de l'artillerie, ça prend des mois et des mois de combat. Donc, à défaut de prendre l'île par la force, parce que jusqu'en 2040, a priori, c'est quelque chose qui va être peut-être impossible, on peut se dire que la Chine a les moyens de tout raser de la manière conventionnelle, avec des missiles stratégiques, ou alors évidemment nucléaires, mais dans ce cas-là, à quoi bon reprendre l'île? Mais Taïwan pourrait également, de son côté, faire peser des menaces et une vraie dissuasion en ciblant par exemple les infrastructures critiques chinoises, comme le barrage des Trois Gorges. Et d'après les analyses, la destruction du barrage des Trois Gorges pourrait provoquer 20 à 30 millions de morts en Chine, donc même si Taïwan ne dispose pas de l'arme atomique, elle a des moyens de rétorsion qui sont gigantesques, ce qui empêche la Chine d'utiliser tous ces moyens de destruction massive. La conclusion de cette vidéo, c'est évidemment que la Chine ne peut pas se permettre une invasion militaire de Taïwan sans avoir la certitude qu'elle pourra gagner, puis maintenir cette supériorité aérienne et maritime pendant plusieurs mois, afin d'appuyer ses débarquements amphibies et raviter en continu ses troupes, ce qui n'arrivera a priori même pas d'ici 2040. Sur le papier, la Chine a cette supériorité dans des secteurs seulement si elle est seule face à Taïwan, mais la barrière géographique de l'île donne un avantage aux défenseurs, sans compter que l'on s'attend à avoir une multiplication des systèmes low-cost massivement disponibles qui compensent l'avantage du plus fort, avec des moyens par exemple comme la Technogaria, exactement qu'on a pu voir en Ukraine. Et donc la bonne nouvelle de cette vidéo, c'est que malgré l'alarmisme américain, a priori, on ne devrait pas voir la Troisième Guerre mondiale pour Taïwan, au mieux, au pire, avant plusieurs décennies. Et si Taïwan devait tomber, ce serait davantage devant des pressions politiques longues ou un blocus contre lesquels les États-Unis n'oseraient pas intervenir. Mais a priori, c'est pas envisageable puisque ça remettrait en cause la crédibilité des États-Unis et tout le jeu d'alliances qui se sont forgés partout dans le monde, dans la région, de la même manière qu'ils ne peuvent pas abandonner l'Ukraine parce que Taïwan, la Corée du Sud et les autres pays les observent et vérifient qu'ils vont toujours tenir leur rôle de leader du monde libre, etc. Vous voyez le storytelling américain. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à Hugo qui a préparé ce sujet et à Jérôme qui a réalisé ce montage. Et également merci au sponsor MyHeritage qui vous aidera à remonter le temps dans la généalogie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.